Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Edris Samake. Je suis africaniste. Je suis ivoirien. Je suis né au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, d'origine d'Odiéné. Mon village s'appelle Samango. Bien que je sois un peu régné là-bas aujourd'hui, c'est mon village. Je ne renie pas mon village, je veux qu'on sache d'où je viens. J'ai le sourire aujourd'hui pour faire cette conférence parce que j'ai été approché par deux groupes de personnes. D'abord, certains membres de ma famille qui m'ont appelé et qui voulaient savoir réellement ce qui me motivait. Et il fallait que je m'explique et je me suis expliqué. Et les explications données, je crois que ça a été bien reçu parce qu'ils m'ont posé la question de savoir pourquoi je supportais tant le président Laurent Gbagbo qui a déjà été président et qui veut revenir et qui n'aime pas du tout les nordistes, il hait les nordistes et que si Gbagbo veut revenir au pouvoir, ça ne sera pas bien pour les Oudineka. Que j'ai répondu à l'imam Diakité qui a parlé d'un arbre comme Saoudienne et que nous devons protéger cet arbre qui nous donnait des fruits et que je l'ai mal critiqué. Et sincèrement, ils voulaient savoir pourquoi cette prise de position. Donc, j'ai expliqué, parce que c'est tout à fait normal qu'ils se posent la question pourquoi je suis du côté où je suis. Bon, eux, ils m'ont expliqué pourquoi ils sont de l'autre côté, parce que on leur a dit que Gbagbo n'aime pas les Oudineka, il n'aime pas les musulmans, il n'aime pas les ressortissants du Nord. Bon, ils ont dit beaucoup de choses. Et j'ai répondu très très simplement. Gbagbo est venu au pouvoir en 2000, il a fait 2 ans de pouvoir. Ces 2 ans de pouvoir ont bénéficié aux musulmans, aux nordistes et à tout le monde en Côte d'Ivoire. Grâce à Gbagbo, les musulmans d'abord, quand on parle de la Mecque là, c'est les musulmans même qui le disent. C'est Gbagbo qui a fait de la Mecque, pour les Ivoiriens, ce que la Mecque est aujourd'hui. Et il y a eu un gars, un jour, qui a fait une conférence au moment des élections, qui a dit que grâce à Gbagbo, à la Mecque, ils avaient toutes les conditions, toutes les bonnes conditions. Les immeubles qui ont été à la disposition des Ivoiriens, c'est Gbagbo qui l'a commencé. Et ça, c'est la vérité. Et Gbagbo même n'a jamais augmenté le prix du billet au pèlerinage. Mais aujourd'hui, quels sont ceux qui vont aujourd'hui au grand pèlerin? Mais attendez là, c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc je leur ai expliqué que Gbagbo n'a jamais été contre les musulmans. Jamais, jamais, jamais. Gbagbo a des musulmans autour de lui. Abdraman Sangari, c'est un musulman. Un très grand musulman qui était son grand frère. Et j'ai expliqué ce cas-là. Ablaye Sangaré est un musulman. Il y a eu une dame qui vient de Sematigla qui était une collaboratrice proche du président. Et le président n'a jamais renié ses appartenances, ses amitiés. Je leur ai parlé de Soumala Savané, qui a été son ami d'enfance. Ça n'a pas été à l'école, n'a pas fait mais Gbagbo ne l'a pas renié. Gbagbo venait à Gagnoua, il venait à Mama, il prenait Savané manger avec lui. Donc je leur ai dit que d'abord Gbagbo n'est pas contre les musulmans. Et aussi, quand Gbagbo est venu, est-ce que Gbagbo a remis en cause le fait que c'est les Djoula qui soient les transporteurs en Côte d'Ivoire? Ils disent non. Les acheteurs des produits en Côte d'Ivoire, et que Gbagbo a remis ça en cause, ils disent non. Je dis, mais où vous accusez Gbagbo? Aujourd'hui, qui a cassé la casse? Ils se sont tus.
C'est Alassane qui a fait casser la casse. C'est Alassane qui a brisé la casse. Les sagitaires des produits aujourd'hui, c'est les Libanais. C'était les Libanais, mais avec les Oudjeneka, les Djoula. Mais aujourd'hui, les Djoula, là, ils ne sont pas nombreux dedans. Le transport. Alassane a bougé le transport aujourd'hui. Les taxis à Abidjan, qui a tout gâté, c'est Alassane. Et je leur ai dit ça. Quand Alassane venait, il a dit quoi? Un Ivoirien, un toit. Et j'ai posé la question. À Abidjan, toutes les maisons déguerpies aujourd'hui, il y a quel président qui s'est aventuré à faire ça? Il y a un qui a dit sincèrement, grand frère, ce que tu dis, tu es dans la vérité, mais c'est difficile pour nous autres pour nous prononcer. Tout ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. J'ai dit, mais quand on parle des cimetières aujourd'hui, les gens au cimetière, les maisons des gens ont été cassées par qui? Par Bas Congo. Parce que c'est un Djoula. Parce qu'il est Djoula, ou du moins s'il est nordiste, il se permet de le faire. Et qui l'a fait? C'est Alassane. Et maintenant, qu'est-ce que vous lui reprochez? Moi, maintenant, c'était ma question. Je dis, qu'est-ce que vous reprochez maintenant à Laurent Gbagbo? Bon, si vous reprochez quelqu'un à Laurent Gbagbo, quelque chose à Laurent Gbagbo, et Tidiane Thiam, qu'est-ce que vous lui reprochez? Ils se sont tués. Je dis, bon, d'accord, allons plus loin. Si vous reprochez quelque chose à Laurent Gbagbo, c'est que vous reprochez quelque chose à Blé Goudé. Je suis d'accord. Maintenant, Soro Guillaume, qu'est-ce que vous reprochez? Et là, le plus grand a pris la parole et dit, grand frère, moi-même, je suis aujourd'hui soroïste. Ah là, sincèrement, je ne suis pas d'accord pour ce qui a été fait à Soro. Je ne suis pas du tout d'accord, grand frère. J'ai dit, mais tu n'es pas d'accord, mais il faut te déclarer. Il faut le dire à visage découvert. Il ne faut pas se cacher. Il dit, mais grand frère, pourquoi nous t'appelons aujourd'hui? Nous avons l'intention de nous découvrir. Nous avons l'intention de venir à visage découvert pour dire aujourd'hui, attention, écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pourquoi on est aujourd'hui 7 personnes à te parler au téléphone. Le téléphone est sur haut-parleur. Nous t'écoutons tous. Et moi, c'est moi qui ai voulu que on te parle pour savoir qu'est-ce qui t'a motivé ou qu'est-ce qui te motive. Et tu es en train de nous convaincre. Ce que tu es en train de dire, c'est la vérité, grand frère. C'est la vérité. Je dis, bon, laissons ça maintenant. Si on quitte dans l'affaire du musulman, je dis, mais vous parlez des nordistes. Qu'est-ce que Alassane va faire contre les nordistes? Grâce à qui Alassane est au pouvoir aujourd'hui? C'est grâce aux Denguele, grâce aux Oudjeneka, grâce aux Koyera, grâce aux Maoka, grâce aux Sénoufo. Parce que c'est là qu'il a puisé en fait sa clientèle. Mais c'est grâce à vous aujourd'hui qu'Alassane est au pouvoir. Mais cet Alassane-là, je ne suis pas contre lui pour rien. Mais comprenez que, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Qu'est-ce qu'il a fait pour Odiene? Qu'est-ce qu'il a fait pour Korogo? Qu'est-ce qu'il a fait pour Séguéla? Qu'est-ce qu'il a fait pour Touba? Il a parlé de rattrapage ethnique. Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'un chef d'État de la trempe où il se situait parle de rattrapage ethnique. Mais ça, c'est mélanger la population. Ça, c'est élever une population contre une autre. Ça, c'est la xénophobie. Ça, c'est révolter une population contre l'autre. C'est ce qui vous a révolté. Quand il a dit que rien ne s'est passé chez vous et qu'il y a un rattrapage qu'il fallait faire. Mais il pouvait faire le rattrapage sans parler. Oufou a construit Yamoussoukro sans parler de rattrapage. Oufou, pendant qu'il construisait Yamoussoukro, mais il faisait un peu quelque chose un peu partout. Mais Alassane aurait pu continuer, faire la même chose. Alassane aurait pu faire le rattrapage sans pour autant parler de ça et en n'abandonnant pas les autres secteurs, les autres régions de la Côte d'Ivoire. Mais il a abandonné les autres régions.
Et ce rattrapage-là, c'est comment dire, concrétisé en quoi? En route, c'est vrai, il y a des routes qui ont été désenclavées au nord, c'est la vérité. Il y a eu des goudrons, c'est la vérité. Mais est-ce qu'il fallait le chanter? Il n'avait pas le droit de le chanter. Il n'avait pas le droit de le dire. Donc là, vous êtes en train de nous enfoncer. Quand vous parlez le terme Kobala, quand est-ce que le terme Kobala est venu? À l'avènement d'Alassane. Bousmani, on le disait en Côte d'Ivoire depuis nous on n'est pas nés. Mais on disait ça pour montrer l'appartenance islamique ou chrétienne. Mais on ne disait pas ça pour montrer une autre ethnie comme dangereuse. C'est sous Alassane que nous avons vu ça, que les autres ethnies sont considérées comme des ennemis, comme des ethnies ennemies, alors que nous sommes tous Ivoiriens. On est Ivoirien avant d'être bêté. On est Ivoirien avant d'être Oudjeneka Koyera Senofo. Voilà, moi personnellement, mes frères, voilà mon combat à moi. C'est là que se situe mon combat. Aucun chef d'État ne peut être parfait. Oufoué n'a pas été parfait, je l'ai dit. Même dans la transmission du pouvoir, Oufoué n'a pas été parfait. La Côte d'Ivoire, nous on a grandi dans une Côte d'Ivoire en paix. Oufoué était le président de la République. Le président Yassé était président de l'Assemblée nationale. Mamadou Koulibaly était président du Conseil économique et social. Alphonse Boni était président de la Cour suprême. Mais voilà les 4 personnalités que nous on connaissait réellement en Côte d'Ivoire. Les grandes personnalités qu'on connaissait, que tout le monde connaissait. Et chacun venait d'une région bien distincte. Et il y avait des ministres d'État. Mais les Ivoiriens, rares sont les Ivoiriens qui savent que Auguste Denis n'est pas Ivoirien. Rares sont les Ivoiriens qui le savent qu'il n'est pas Ivoirien. Je crois qu'il est Martiniquais ou bien Guadeloupéen. Mais rares sont les Ivoiriens qui le savent qu'Auguste Denis n'était pas Ivoirien. Mais Oufoué l'a utilisé. Et quand nous on était plus petits, dans les années 70, quand il s'absentait, c'était Auguste Denis, le président de la Côte d'Ivoire, le président des fêtes. Et après Auguste Denis, il s'est entouré de Guinéré. Quel Ivoirien qui sait qui était réellement Guinéré? Mais c'est des choses qui se sont passées sans que l'Ivoirien ne bronche. Je vais donner un secret aujourd'hui de Guinéré, par exemple. Guinéré, c'est le premier gay reconnu de la Côte d'Ivoire. Oufoué le savait qu'il était gay. Il était homosexuel Guinéré. Il a vécu toute sa vie en Côte d'Ivoire, à l'hôtel Ivoire. Quels sont les Ivoiriens qui le savent? Il y a combien d'Ivoiriens qui le savent? J'apprécie Oufoué sur ces choses-là. Il a accepté un gay comme collaborateur direct. C'est Guinéré, le gouverneur Guinéré. Le dernier gouverneur, je crois, de la Côte d'Ivoire, Guinéré. Mais aujourd'hui, ils sont vilipendés. Mais Oufoué a accepté. Et Oufoué le savait. C'était au su et au vu du président Houphouët-Boigny. C'est ensuite qu'est venu Kanté Boubacar et autres, comme gay en Côte d'Ivoire. Ils avaient leur réseau, Oufoué les maîtrisait. Oufoué le savait très bien. Il n'en a jamais fait un problème. Mais rares sont les Ivoiriens qui le savent. Moi, je le dis aujourd'hui. À la prospérité, aux jeunes générations, que dans les années 60, jusqu'à sa disparition, après Oufoué, je crois, Guinéré était un gay. Mais personne ne s'en offusquait quand il savait. Bon, les gens ne le savaient pas, c'était caché. Il fallait être parmi les initiés ou dans le cadre restreint. Moi, je l'ai su depuis les années 80. Au congrès du PDC-RDA en 80, je l'ai su. Il y a quelqu'un qui me l'a dit. Les Mamadou Koulibaly, tout ça vivait en ce moment.
Et quand je dis Oufoué aussi a commis des erreurs, c'est vrai, il a commis des erreurs. Oufoué ne devrait pas réellement, selon moi, faire de Bédié son dauphin. Le dauphin était là depuis des années. C'était le président Grégoire Philippe Yassé. C'est lui qui était le dauphin reconnu mondialement et qui a été fêté même comme un tel et qui venait d'une petite ethnie de la Côte d'Ivoire. Si vous l'avez laissé comme ça, peut-être la crise que nous avons eue, on n'allait pas la voir. Et aujourd'hui, rares sont les Ivoiriens qui savent pourquoi Philippe Yassé s'était associé à Alassane pour combattre Bédié. C'est toute la raison. Parce qu'il n'a jamais pardonné Oufoué le fait qu'on l'enlève du dauphin-là. C'est-à-dire qu'il était le dauphin attitré. Et Oufoué l'a enlevé là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut en faire. Et heureusement, Mamadou Coulibaly est décédé. Et quand Mamadou Coulibaly est décédé, Oufoué a trouvé une porte de sortie à Yassé. Et c'est ainsi qu'il allait mettre Yassé comme président du Conseil économique et social. C'était une rétrogradation. Hein? C'était un peu le mettre en bas. Mais le monsieur ne l'a jamais gobé. Le monsieur n'a jamais accepté. Et c'est pourquoi quand, à la disparition d'Oufoué, Alassane est allé voir d'abord Fologo pour tripatouiller la constitution. Fologo a refusé. Et il s'est trouvé un allié à Yassé. Et c'est Yassé maintenant qui s'est allié à Alassane pour combattre. La venue de Bédié pour combattre en sourdine. La venue de Bédié. Il faut que les Ivoiriens le sachent. Et c'est ça la vérité. Mais la faute est venue d'où? La faute est venue du président Fouad lui-même. Il était un génie politique. Mais il a fait des erreurs. Et c'est ces erreurs-là que nous payons cash aujourd'hui. Parce que si Oufoué n'était pas mort comme il est mort, en toute sincérité, il n'allait pas permettre au président Alassane de prétendre à son trône. Il n'allait pas le faire. Ça, je vous le garantis. Et ça, je vous le dis. Les trucs allaient prendre une autre tournure. Mais la tournure que ça a pris, c'est parce que Oufoué lui-même n'a pas été juste. Yes. Il faut le dire, Oufoué n'a pas été juste. Parce que c'est Yassé, le dauphin attitré. Pendant une vingtaine d'années, et du jour au lendemain, il a enlevé. À 15 jours de sa mort, à 15 ans, bon, à 10 ans, 15 ans de sa mort. Et Yassé ne l'a jamais accepté. Ce qui est tout à fait normal, mettez-le à sa place. Mettons-nous à sa place. Donc, ça a été des erreurs qui ont été commises. Et maintenant, le président Alassane, il a utilisé les Djoula, les Sénefo, les Koyaga, les Mauka, tout le nord. Il y a eu un lavage du cerveau. C'est notre fils, c'est un musulman. Voilà celui qui va nous sortir de la misère la plus totale. Et pourquoi? Là, maintenant, j'explique autre chose. Parce que les gens du Nord, en fait, devaient venir au Sud pour trouver une substance. C'est ainsi que nous, nos pères ont émigré haïtiens. Parce que le Nord, il n'y avait pas de culture des rentes. S'il y avait des cultures des rentes au Nord, nos parents ne seraient pas venus en masse vers le Sud. Ça aussi, il faut le dire. Ils sont venus en masse parce qu'il n'y avait rien à faire au Nord. Bon, je ne sais pas si c'est parce que les Blancs ont dit que le blé ne pouvait pas marcher là-bas, que ça ne se peut pas, alors que c'est faux. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim vient d'inaugurer une usine qui va machiner le blé, une usine de blé, de fabrication de pain. Il vient d'inaugurer une usine parce que le blé pousse au Burkina. Et si le blé pousse au Burkina, c'est que ça peut pousser au nord de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est les mêmes, comment dirais-je,
les mêmes forêts, les savanes arborées, c'est les mêmes terres que nous avons. Et nous encore, on a peut-être plus riches que certains coins du Burkina. Mais aujourd'hui, le blé pousse là-bas. Peut-être que vous aurez pu faire quelque chose. L'anacarde, qui est venu récemment. L'anacarde, aujourd'hui, une production, un produit de rente. Vous aurait dû penser. Et je crois que c'est ces erreurs que nous payons cash aujourd'hui. C'est grâce à ces erreurs qu'Alassane a pu avoir nos parents. C'est grâce à ces erreurs-là que le lavage des cerveaux a marché. Il faut que la jeune génération le sache. C'est grâce à ces erreurs, des erreurs peut-être minimes pour vous, mais monumentales pour la population. Pour la population. Très monumentales. C'est pourquoi nous payons cash aujourd'hui. C'est pourquoi Alassane a eu ce qu'il a eu. Alassane aurait pu être président en Côte d'Ivoire, mais il aurait gouverné autrement. S'il n'y avait pas eu ces erreurs, s'il n'y avait pas eu toutes ces erreurs, Alassane aurait gouverné autrement. Bon, maintenant, il est là. Mettons-nous d'accord. Et c'est ce que j'ai dit maintenant à mes cousins et aux gens qui m'ont appelé. Je leur ai dit quoi? Qu'est-ce qu'Alassane a demandé? 5 ans. Mais il a fait comme ça 5 ans. Il dit qu'il veut seulement 5 ans. Et je me rappelle très bien, le grand frère de Aïcha Koné, l'impératrice, son grand frère, Ablaye Koné, était intime à mon oncle. Et les deux m'ont appelé ensemble. Et quand j'ai dit de faire attention, Ablaye Koné m'a dit en djoula. Ndé, n'a fola kuye dota itiri ni mwogore la biterita, n'a fola kuye ire ni itiri be jonta, ngubi ireta. Que si on te demande de choisir entre ton ami et quelqu'un d'autre, tu choisis qui ton ami. Mais entre toi et ton ami, tu choisis qui que tu te choisis. J'ai dit, j'ai compris. Et donc, il choisissait Alassane. Parce que entre Alassane et Bédié, Alassane était lui. C'est comme ça veut dire. Donc, il a préféré. Donc, c'est ainsi ce lavage des cerveaux, avec maintenant nos croyances à nous, on fait que, bon, voilà que le mal était déjà fait. Le mal était fait. C'est à partir de là. Je n'ai jamais gobé ça parce que je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice du tout. Un moment, j'ai cru qu'il y avait une injustice contre le président Alassane. Parce que moi-même, j'ai été... un moment, j'ai failli glisser. C'est très simple. J'ai failli glisser. J'étais allé, mes premières vacances en 94, j'étais à l'Aïtia. Et au retour, on nous a arrêtés à Divo. Mon car a été arrêté par la police. Et quand ils sont venus, ils ont contrôlé toutes les pièces. Et le monsieur, bon, qui m'a vu, j'étais habillé autrement. Et bon, j'étais en culotte, machin. Bon, chic en tout cas. Et il me dit quoi? Il prend ma carte d'identité ivoirienne. Il regarde. Il dit, ah, Samaké ivoirien. Ça, c'est quel ivoirien, ça? Vous voyez? Ivoirien Samaké. Et il a commencé à se moquer. Et tout le monde me regardait. Bon, j'étais impassible. Et le chauffeur est allé lui dire, monsieur, faites attention. Vous connaissez Bakary Samaké du commandement supérieur? Il dit, ah, Bakary, oui, je le connais. Il dit, mais c'est son petit frère. Avant qu'il ne baisse. Et maintenant, il a... Écoutez. Donc, voyez que nous, quelque part, on a tous été un peu victimes. Moi, je peux vous raconter plein d'histoires sur ça. Qu'on a été victimes de la xénophobie aussi. De nos frères. On a été beaucoup victimes. J'ai vécu ça. Je vous épargne le reste. Donc,
ce n'est pas pour cela quand même que nous devrions tous croire que nos frères avec lesquels nous avons toujours vécu en symbiose, pacifiquement, que du jour au lendemain se transforment en monstres. Parce que c'est ce qu'on veut nous faire savoir, c'est ce qu'on nous veut faire croire, qu'ils se sont transformés rapidement en bourreaux. Et que c'est des bourreaux impitoyables. Et ils sont impitoyables pour nous. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je pense que nous pouvons toujours vivre en paix, en harmonie. Gbagbo n'a jamais régné aucun Djoula, aucun Baoulé, aucun Abour. D'ailleurs, Gbagbo est bêté, sa femme Simone Benedou. Donc, vous voyez déjà ce monsieur-là. Aujourd'hui, il est marié à une Maoka. Mais vous allez quand même dire que ce monsieur-là va venir nous faire du mal. Et puis, il y a des gens qui croient à ça. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça du tout. On ne peut pas me faire avaler cette pilule. Gbagbo n'est pas xénophobe. Gbagbo n'a jamais été xénophobe. Gbagbo est un brillant professeur et un émérite grand politicien de la trame du Houphouët-Boigny. Gbagbo l'a dit. Entre lui et Houphouët, il ne s'est jamais agi de corruption, d'argent ou quoi que ce soit. Jamais. Gbagbo est incorruptible. C'est un panafricain, Gbagbo. Gbagbo est pour toute l'Afrique. Gbagbo est pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. Gbagbo est pour la souveraineté politique, matérielle, intellectuelle, la souveraineté totale des Ivoiriens et des Africains. Voilà l'homme Gbagbo que moi j'ai eu à connaître à travers ses prises de position, à travers son cheminement. Voilà l'homme que je soutiens. Voilà l'homme que j'admire. Voilà l'homme pour lequel je me bats. Et après lui, je me bats aussi pour les autres. Donc, il faut venir. Je me bats aussi pour les autres. Quand tu tapes, excusez-moi, c'est un de mes petits qui tape à la porte et au lieu de rentrer, il reste là-bas taper. On dirait qu'il a l'habitude. Donc, je m'excuse, je m'excuse pour ce truc-là. Donc, voilà pour lequel je me bats. Je me bats pour ce monsieur-là, pour Gbagbo. Je me bats pour lui, je ne me bats pas pour quelqu'un d'étranger, je ne me bats pas pour un étranger. Je me bats pour un frère. Et je me bats pour un Africain, un bon Africain, un vrai Africain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Alassane nous montre? Son village, c'est Mougins. Toutes ses vacances, c'est Mougins. 1, 2, 3, il est en France. Sa femme est une juive ressortissante, je ne sais pas d'où. Ses enfants, aujourd'hui, sont des blancs. Et c'est eux qui ont notre café cacao aujourd'hui. Et c'est eux qui s'occupent de tout aujourd'hui. Et vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal du tout. Franchement, je ne trouve pas ça normal. Aussi, la personne pour laquelle, la personne qui s'est battue, corps et âme pour lui, qui s'est réellement battue pour lui, la personne qui a donné toute son enfance, toute sa jeunesse, il n'est pas seul. Mais il s'agit de Guillaume Tigbafori Soro. Et vous trouvez qu'ils sont en exil aujourd'hui? Vous trouvez normal?
qu'Alassane mette Guillaume Soro à l'exil. Guillaume qui s'est battu pour que lui, son exil se termine, que lui, il arrête son exil, qu'il finisse son exil. Et aujourd'hui, qu'Alassane mette Guillaume Soro à l'exil et lui interdit de venir en Côte d'Ivoire et essaie d'attenter à sa vie. Et vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Ivoirien, je ne trouve pas ça normal. Ok, revenons à Thiam. On me dit que Thiam, son père est sénégalais. Sa mère est sénégalaise. C'est d'accord. Mais les gens oublient quelque chose que je vais dire aujourd'hui aux Ivoiriens. Le grand-père supposé de Thiam, Houphouët-Boigny, sa première femme, la première femme du président Houphouët-Boigny, était d'origine sénégalaise, était une Sénégalaise. Elle était Sow. En ce moment, il a marié en 30. Dans les années 30, dans les années 20-30, un musulman, c'était rare, très, très, très rare, de voir un musulman pouvant marier une chrétienne ou bien un chrétien ou vice-versa, ou qu'un chrétien puisse marier une musulmane dans les années 30. Dieu a accordé cette faveur à Houphouët. La femme d'Houphouët était sénégalaise. Sa première femme était sénégalaise, une Sow. Il faut que les gens le sachent aussi. Donc, si aujourd'hui, Thiam, son père est sénégalais, sa mère est d'origine sénégalaise, mais vous voyez que ça vient d'Houphouët lui-même. Bon, je ne sais pas par quelle relation ils sont devenus ses héritiers directs. Mais chez les Akans, c'est comme ça, le groupe Akan. Et ils héritent du côté de leur maman, de la tante. Donc c'est pourquoi ils ont hérité d'Houphouët. Et qu'Alassane, dont la nationalité a été constatée, Alassane qui a reconnu s'être installé au Burkina en Haute-Volta quand son père a été nommé chef de village dans les années 30-40 et avoir obtenu sa bourse de l'État voltaïque, aujourd'hui Burkina, pour venir aux États-Unis faire ses études. Mais aujourd'hui que lui, il renie, ou bien qu'il décide que Thiam n'est pas ivoirien. Ça aussi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je combats ça aussi. C'est possible qu'il ne soit pas ivoirien. Mais en tant qu'africaniste, convaincu, grand africaniste, je combats ces histoires-là. Parce que je suis aux États-Unis, je donne l'exemple des États-Unis dans beaucoup de choses. J'ai dit si les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce à des gars comme Einstein. Les jeunes, vous connaissez Einstein? C'est lui le père de la bombe atomique qui a dévasté Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima. C'est ça les États-Unis. Ils ont pris des grands partout. Quand tu as une tête, une cervelle, et qu'ils peuvent l'exploiter, ils font de toi un Américain. C'est ainsi que l'ancien Premier ministre malien, Modibo Diarra, il est venu, il a accompagné un ami à lui pour aller passer le concours de la NASA. Et on lui a dit pourquoi tu ne sais pas. Et il a essayé. Et il a réussi. Et il est devenu l'un des plus grands savants aujourd'hui du monde contemporain. Un Africain, c'est ça les États-Unis. Et Houphouët a pris cette politique-là. Donc Houphouët est un africaniste avant le temps. Houphouët est un grand africaniste. Gbagbo est africaniste. Moi, je suis africaniste. Donc ces histoires de... Bon, moi, je ne suis pas dans ça. Quand un bon Africain peut aller au Kenya et puis donner le meilleur de lui-même, les Kenyans doivent l'accepter. Quand il peut aller en Afrique du Sud, ils doivent l'accepter. Si c'est en Côte d'Ivoire, acceptons-le. Et en cela,
J'aime quelque chose que je vais vous raconter que je sais un peu. J'étais au Burkina en 2000 et j'ai trouvé une fille dont le père était colonel dans l'armée nigérienne, mais qui est burkinabé d'origine. Mais eux n'ont jamais eu ce problème-là. Mais les Armands, les Haoussa, ils sont installés au Burkina, ils ont la nationalité. Et ils n'ont pas ce problème-là. Le Mali n'a jamais eu ce problème-là. Ni sous Modibo Keïta, ni sous Moussa Traoré, ni Atete Amadou Toumani Touré, non. Ils n'ont jamais eu ce problème-là. Donc moi, je voulais que nous, les Ivoiriens, on doit quitter dans ça. Ça nous a fatigués, ça nous fatigue, on doit quitter dans ça. Et moi, personnellement, je ne veux pas rentrer dans ces histoires-là. Et les jeunes générations, je ne veux pas rentrer dans, je vais vous dire pourquoi. Aïcha, nous avons été à l'école avec des jeunes voltaïques, ils avaient le nom Ouedraogo, et aussi on a été avec des jeunes aussi qui avaient Mbedji, qui avaient des noms à consonance, comment dirais-je, dahoméenne, qui est aujourd'hui le Bénin. Mais je les connais et ils travaillent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils sont à la retraite. Ils ont été instituteurs, ils ont été professeurs d'école. Ils se reconnaîtront quand ils vont voir ma vidéo. Mais ceux-là, ils ne connaissaient rien du Bénin, ni du Burkina, de la Haute-Volta dans le temps. Mais attendez, et que du jour au lendemain, on les chasse, où ils vont aller. Comprenez ça aussi, c'est ça être africaniste. S'ils n'ont pas pris la nationalité, c'est bon, ça se machine. Mais s'ils ont la nationalité, moi, mon fils que je viens de déposer, il est brillant. Et que demain, on lui dise, tu ne peux pas être président des États-Unis parce que ton père était Samaké, jamais il va l'accepter. Et jamais les Américains vont l'accepter. Il peut prétendre à n'importe quel poste. Et je vous le dis, ma fille, qui est directrice, producteur, mais aujourd'hui, elle est en train de militer dans le Parti démocrate. Mais elle veut se présenter. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais imaginez qu'on lui dise non. C'est ça aussi, être africaniste. C'est ça aussi, être du monde. Être mondialiste. Je le suis. Donc, je voudrais qu'on comprenne que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour restaurer, c'est pour nous, pas nous débarrasser, c'est pour vraiment qu'Alassane aille en paix, qu'il laisse les Ivoiriens régler leurs problèmes. Il a demandé 5 ans, il a eu 5 ans. Il a voulu 10 ans, grâce au président Bédié, il a eu les 10 ans. Il s'est octroyé un 3e mandat avec la mort d'Amadou Gon Coulibaly, avec un Français force majeure. Bon, écoutez, il n'y a pas de problème. Mais un 4e mandat, non, non et non. Enough is enough. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je dis bien, enough is enough. Trop, c'est trop. Aucun Ivoirien aujourd'hui ne l'accepte. Les petits partisans qu'il a aujourd'hui doivent comprendre que trop, c'est trop. Les Ivoiriens, dans leur immense majorité, très grande majorité, trop grande majorité, ne l'accepteront pas et ne l'acceptent pas. Alassane, encore une fois, je m'appelle Sam Idriss Samaké. Je suis ton oncle, de par ta maman. Je te demande d'avoir un cœur aujourd'hui de regarder les Ivoiriens. Nous avons trop souffert depuis que tu es venu en Côte d'Ivoire. Il y a eu trop de morts. Il y a eu trop de morts attachés à ton nom. Toi seul, Alassane, chaque fois, il y a des morts parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de toi. Tu as les 5 ans. Tu as eu 10 ans. Tu es en train de finir 15 ans. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je pose cette question chaque fois. La répétition est pédagogique. Je pose toujours la question à Alassane.
Alassane, qu'est-ce que toi, Alassane, tu as demandé au bon Dieu qui ne t'a pas donné? Alassane, qu'est-ce que tu as demandé au bon Dieu qui ne t'a pas encore donné? Qui ne t'a pas offert? Tu as voulu le bac. Dieu t'a donné le bac. Contre toute attente, la haute volta t'a offert une bourse. Pas en France, mais aux États-Unis, dans les années 60. Et là, c'était quelque chose de grand. L'Afrique ne connaissait pas les États-Unis. Mais tu as eu la bourse pour venir ici. Tu as reçu brillamment. Et tu as reçu tes diplômes. Travailler au FMI, à la BCAO, jusqu'à devenir gouverneur de la BCAO. Premier ministre d'Oufoué, seul premier ministre d'Oufoué. L'unique premier ministre d'Oufoué, Alassane, tu l'as été. Et ensuite, tu voulais absolument commander la Côte d'Ivoire. Le Burkina t'a proposé d'être ministre des Finances sous le président Sankara. Tu as refusé parce que c'était la Côte d'Ivoire ou rien. Mais alhamdulillah, alléluia, grâce à ton entêtement, à ta détermination, tu es arrivé à tes fins grâce à la magnanimité de Laurent Gbagbo, grâce à la clairvoyance de Laurent Gbagbo, grâce au grand cœur de Laurent Gbagbo, grâce à la grande sagesse de Laurent Gbagbo qui voulait faire éviter un bain de sang encore à Côte d'Ivoire. Tu as pu te présenter l'article 48 spécial et tu es devenu président. Tu viens de faire 3 mandats. C'est pas suffisant? Tu ne trouves pas que c'est suffisant? Tu ne trouves pas que trop c'est trop? Tu ne trouves pas que Dieu t'a trop donné? Tu ne trouves pas que enough is enough? Et qu'est-ce que tu veux maintenant? Embraser encore la Côte d'Ivoire, on est parti? Mais Alassane, attends. Tu trouves ça normal? Même tes partisans aujourd'hui, les plus... Ils ne trouvent pas ça normal, tes partisans. Quand je discute avec eux là, ils arrêtent, ils disent non. Le monsieur, le vieux doit partir maintenant. Tu es malade, très malade. Tu es atteint. Je ne veux pas parler de machin. Mais attends, Alassane, qu'est-ce que tu veux? Tu ne gouvernes plus la Côte d'Ivoire, c'est comme Oufoué. À son départ, 2 ans, Oufoué ne gouverne pas la Côte d'Ivoire, c'est toi. Oufoué a manqué de sagesse. Mais aujourd'hui, toi, tu es en train de manquer de cette sagesse pour aller en paix. Alassane, tu dois avoir ce cri de cœur, cette petite sagesse, tu dois l'avoir aujourd'hui. Et quitter la Côte d'Ivoire en paix, en beauté, pour que tes progénitures, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants puissent prétendre à quoi que ce soit un jour à la Côte d'Ivoire. Si Oufoué avait fait ce que tu es en train de faire, Tidiane Thiam n'aurait pas prétendu aujourd'hui vouloir commander la Côte d'Ivoire. Jamais. Et ce que tu es en train de faire là, si tu vas de cette manière brutale, si on t'éjecte brutalement, si tu finis brutalement, il n'y aura plus un deuxième Ouattara en Côte d'Ivoire prétendre à commander les Ivoiriens. Puis, tu es en train de faire pire, parce que nous autres, venant du Nord, tu es en train de fermer la porte à nous, nos enfants, nos petits-enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire, par ton attitude, par ton acte, par ta gourmandise, par ton insatiabilité. Alassane, ce n'est pas normal. Il ne faut pas être égoïste à ce point. Faut pas être... L'égoïsme n'est pas bien. Il faut penser à ton arrière. Il faut penser à ta famille, tes nièces,
ton petit frère, tes petites sœurs. Tu as une grande famille, il faut penser à eux. Alassane, c'est difficile de te faire entendre raison. Mais moi, Sam Idriss Samaké, ton tonton, je t'en prie, il faut aller en paix. Et cette paix, tu as la porte ouverte. C'est une porte à deux battants. Il y a un battant qui est déjà fermé. Mais l'autre battant, tu peux déjà partir. Il ne faut pas sortir par la fenêtre. Alassane, bon, écoute, you do what you want to do. Mais nous devons te dire la vérité. Et c'est cette vérité-là que je tenais encore à dire aujourd'hui. Après avoir eu ces conversations avec mes cousins, mes frères et autres, voilà où j'en suis encore. Alassane, nous te souhaitons un bon départ dans la paix, dans la quiétude, surtout dans la paix. Alassane, n'oublie pas, ton mentor au foyer avait une arme. Et c'est avec cette arme qu'il a gouverné la Côte d'Ivoire. Cette arme s'appelle le dialogue. Le dialogue, le dialogue et le dialogue. Et le dialogue aboutit à la paix. Alassane, tu peux encore dialoguer. Tu peux encore instituer, initier un dialogue avec Laurent Gbagbo, avec Tidiane Thiam, avec Soro que tu peux amener pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire, avec le reste, tu peux encore initier le dialogue. Il n'est pas tard, Alassane. C'est toujours possible. Et ce dialogue est toujours possible. Et les gens n'attendent qu'un signe de toi. Tout est dans ta main. Dieu a tout mis dans ta main, Alassane. Please, 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 il faut écouter. Please. Ok, c'était Sam Samaké Idriss. Ceux qui trouvent ma conférence ok, likez, beaucoup de cœur et abonnez-vous. J'ai beaucoup à dire. Je vais parler de l'AES, mais avec le président Alassane, c'est difficile un peu de parler de l'AES. Mais vivement que la Côte d'Ivoire soit le 4e pays de l'AES. Vivement que nous le soyons. Voyez aujourd'hui comment l'AES est en train de progresser. Les pays de l'AES sont en train de progresser. Voyez ça aujourd'hui. Et grâce au minable Macron de la France. Je n'aime pas Macron. Mais si Macron n'existait pas, il fallait l'inventer. Pour que nous ayons notre souveraineté à tous. Il a créé les conditions, les voies. Goïta s'est engouffré. Le Burkina s'est engouffré, le Niger, et aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire nous attend. Une fois que la Côte d'Ivoire est dedans, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui sera dans l'AES. Vive l'AES. Vive l'AES. Vive l'AES.